Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi ? Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Alors, dans ce podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir de nouveau Frédéric. Frédéric avec qui j'ai fait déjà un podcast sur les ondes électromagnétiques. D'ailleurs, c'est un épisode sur lequel j'ai eu beaucoup de retours, ça vous a beaucoup plu. Donc, comme promis, on vous fait un deuxième épisode à la fois pour répondre à vos questions. Il y a eu beaucoup de questions sur comment se protéger des ondes électromagnétiques haute fréquence. Et on va vous parler aujourd'hui des ondes électromagnétiques basse fréquence également. Salut Fred. Salut Lisa. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Alors, pour rappel, tu es géobiologue. Et puis, comme je te le disais, on a eu plein de questions sur alors du coup, la 5G, les micro-ondes, les téléphones, on ne savait pas tout ça. Donc, beaucoup de gens ont appris plein de choses. Donc déjà, merci pour ton partage. C'est super. Et voilà, j'ai vraiment eu plein de questions, mais qui en fait tournaient toujours autour du même sujet. C'est comment se protéger des ondes électromagnétiques. Certains utilisent des pierres, certains utilisent la tourmaline, la shungite, certains utilisent des petits patchs comme moi j'ai par exemple sur l'ordinateur. Bref, il y a plusieurs systèmes de protection. Qu'est-ce que tu en penses ? Et est-ce qu'il y a une solution efficace selon toi ? Alors c'est vrai que c'est un vaste sujet. Donc déjà pour rappel, les ondes électromagnétiques haute fréquence, c'est des ondes qui sont en lien avec la transmission d'informations. Par exemple, quand on transmet des informations via la box, via le Wi-Fi, ça fait partie de ces ondes-là. Tout ce qui est Bluetooth aussi, c'est des ondes haute fréquence. La téléphonie mobile, il y a des informations, quand on parle, elles sont transmises aussi à un autre téléphone. Donc voilà, tout ça, c'est de la transmission d'informations et c'est de la haute fréquence. Du coup, après, en protection, ça va vraiment dépendre. En général, il y a toujours une méthodologie à respecter, comme j'avais expliqué dans le premier podcast. Le premier point, c'est de couper ou de supprimer la source. Oui, c'est bien de le rappeler. Voilà, deuxième, c'est de réduire la source. Et le troisième, c'est de se protéger. Donc, en partant de ce principe-là, par exemple, quand on dit couper la source, ça veut dire éteindre son téléphone ou le mettre en mode avion la nuit, parce qu'on n'en a pas forcément besoin pour dormir. Ou quand on est dans la voiture, maintenant je le fais. Ou dans la voiture, voilà. Alors, ça peut être casse-pied, mais... typiquement, c'est un très bon exemple. Dans la voiture, tu mets ton téléphone sur mode avion et du coup, tu coupes la source qui émet des ondes électromagnétiques. Donc là, du coup, tu n'es plus impacté. Ouais. Par contre, si jamais tu veux encore rester joignable, tu peux juste couper la transmission des données sur ton téléphone. D'accord. Et donc l'utilisation des données. Et du coup, là, tu vas réduire la source. Tu n'auras donc plus la nocivité qui est liée à la transmission des données qui utilise du coup la 4G, la 3G par exemple. D'accord. Mais c'est-à-dire, tu veux dire que tu mets que le petit réseau ? Comment tu le fais concrètement sur ton téléphone Du coup, tu gardes que la partie GSM, donc on peut encore t'appeler, parce que quand on t'appelle, en général, c'est sur une bande de fréquence qui est plus faible, donc ça ne va pas avoir la même nocivité sur ton corps. D'accord. Et du coup, tu restes joignable et tu n'es pas pollué par la transmission de données. D'accord. Mais tu as quand même la partie GSM, la partie vocale, on va dire. Quand téléphonique. Que tu te prends quand même, donc tu réduis la source, mais c'est pas parfait, mais c'est déjà toujours un peu mieux, quoi. Et après, sinon, tu te protèges de la source. Donc, dans ce cas-là, du téléphone dans la voiture, il n'y a pas trop de... Si tu pourrais l'éloigner de toi, et du coup, ça, tu me diras, ce serait encore réduire la source. Il n'y a pas vraiment de moyen de se protéger de la source dans ce cas-là, quoi. Et par rapport à le fait de porter une tourmaline sur soi, le fait de avoir des petits patchs, par exemple, moi j'ai les patchs CEM vivants, là que je te montre sur le téléphone, c'est même... Alors oui, donc c'est CEM vivant, mais après c'est ce qu'on appelle des CMO. C'est ça, et il y a différentes tailles pour ton téléphone, pour ton ordi, pour machin. Alors, c'est sûr que quand tu vas sur leur site, tu as beaucoup d'études qui montrent le l'avant-après, l'impact des ondes, etc. Toi, encore une fois, on ne dit pas c'est la vérité ultime, etc. Mais en tout cas, c'est ton expérience de géobiologue et c'est ton point de vue quand même de pro là-dedans. Toi, tu connais bien plus que moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est vrai que je ne suis pas allé voir sur ce site-là, sur toutes les études qu'ils ont faites. Toujours après, par rapport à la même méthodologie, en fait,
il y a quand même des choses que j'ai regardées. Moi, tu vois, j'ai eu une expertise il n'y a pas très longtemps chez des gens qui avaient de la tourmaline, donc un bloc à peu près de 5 cm par 3 cm, tu vois, sur la box. Ouais. Et moi, je suis avec mes appareils qui mesurent les hautes fréquences et qu'il y ait la pierre ou pas la pierre, en tout cas, dans le plan physique, on va dire, l'onde, elle se transmet et la tourmaline, elle n'a aucun impact, quoi. D'accord. Mes appareils, qu'il y ait la pierre ou pas, j'avais les mêmes mesures, je pouvais l'enlever, la remettre. Ça ne change rien du tout. Okay. Par contre, donc pour tous les patchs, c'est pareil, hein, celui que tu mets sur ton PC, sur ton téléphone, je pense pas qu'ils aient, enfin je suis même sûr qu'ils n'ont pas d'impact, en tout cas sur le plan physique. Ils vont pas venir modifier les ondes, sinon déjà, par principe, tu pourrais plus recevoir tes appels, utiliser les données, ton Wi-Fi, etc., quoi. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, sur le plan éthérique, le plan énergétique. Là, on rentre dans un autre domaine où j'ai pas pu faire de tests parce qu'on n'a pas encore les appareils aujourd'hui pour mesurer. Et apparemment, donc, soit la shungite, soit la tourmaline, c'est des minéraux qui ont la capacité de désactiver ou surtout d'absorber en fait la nocivité de ces réseaux. Donc voilà, on peut... je sais pas. Après, là-dessus, j'ai pas de quoi prouver. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est quand, en fait, toi, tu te bases surtout sur l'aspect, ce que tu as pu voir de tes yeux en testant avec tes outils de géobiologue quand tu vas faire des tests chez les personnes. Tu vois que l'avant-après n'est pas probant. Maintenant, sur un autre plan, ça pourrait être efficace et c'est ce qui pourrait dire que certains énergéticiens ou autres disent que c'est efficace. Après, selon toi, est-ce que ça peut faire plus de mal que de bien ? Voilà, j'allais y venir justement. Moi, je pense qu'il faut quand même rester prudent parce qu'en ce moment, il y a toute une effervescence autour de l'utilisation de plein de systèmes du coup, qui jouent dans le milieu éthérique, dans le milieu énergétique. Et en fait, je pense qu'il y a un peu à boire et à manger. Je pense qu'il y a vraiment des professionnels qui essaient de faire du bon travail et c'est super chouette. Et il n'y a pas que de ça. Et par principe, c'est comme ce que je disais, il faut toujours essayer de couper la source, par exemple. Il ne faut pas se dire, je vais laisser... C'est comme les pathologies, on va d'abord à la racine et à la cause plutôt qu'à les mettre un pansement dessus. C'est toujours pareil, voilà. Donc ton Wi-Fi, je répète, il vaut mieux couper ton Wi-Fi. Donc passer en filaire, comme on avait expliqué, pour relier ta box à ton PC pour du coup couper le Wi-Fi. Avec des câbles Ethernet, couper le Wi-Fi la nuit, franchement ça coûte rien, tu mets une multiprise et tu déconnectes, et plutôt que d'avoir une pierre qui va peut-être avoir un effet. Comme ça au moins on est sûr, sur le plan physique, il n'y a pas de problème. Sachant que, en plus, je vois beaucoup de gens utiliser la lithothérapie, mais la lithothérapie, il faut être très vigilant dans le sens où les pierres, très souvent, elles absorbent, mais elles rejettent. Exactement. Donc si on s'y connaît pas très bien, donc la lithothérapie quand même pour préciser, c'est par exemple l'usage des pierres comme la pierre de lune, comme la tourmaline, comme l'améthyste, comme le quartz, bon bref, peu importe. Si on ne sait pas comment bien décharger nos pierres, les purifier, les recharger, nos pierres vont se gorger de tout ce qui est environnant. Donc les ondes, du coup, je suppose, électriques, magnétiques, basse fréquence, haute fréquence très certainement, mais aussi si par exemple on est très émotif, si on vit une grosse dispute dans le salon que nos pierres sont là, si on invite tous nos potes, elles vont aussi absorber tout ça. Alors moi c'est intéressant parce que j'avais déménagé et j'avais mis toutes mes pierres ensemble dans une petite boîte que j'avais posée près de la fenêtre dans le salon, et j'ai une géobiologue qui était venue dans cette maison parce qu'on avait des problèmes de sommeil, et puis malgré tout ce que j'avais essayé de faire dans la maison, je sentais qu'il y avait un peu une énergie pesante. Donc j'avais fait venir cette géobiologue. Et en effet, on avait de l'eau qui passait sous la maison. Il y avait plusieurs choses. Et elle s'était arrêtée sur mes pierres en disant, là, ça va pas du tout. Elles sont les unes sur les autres. Première chose, ensemble, elles sont en train de faire une espèce de cocktail Molotov. Elles émanent quelque chose d'inharmonieux, ça va pas. Et ça t'impacte. Et le fait de les laisser là dans le salon, dès que tu as quelqu'un qui vient chez toi pour une bouffe, un apéro ou autre, elles captent cette énergie. Et si tu les nettoies pas très régulièrement, elles vont relarguer ça. Exactement. Donc voilà, moi c'est aussi un peu le côté attention, ça me semble hyper logique de dire si on utilise des pierres, il faut savoir bien les purifier, bien les recharger. Ça me fait penser à un truc dans le même esprit, vous allez comprendre, parce qu'on pose souvent cette question-là, c'est par rapport aux petites pierres d'argile qu'on met dans les carafes d'eau, tu sais. Apparemment, en effet, ça enlève le goût, ça enlèverait certaines molécules chimiques et ce serait viable à vie. Mais c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. En fait, on ne peut pas avoir des mini trucs d'argile qui, à vie, restent là-dedans. Ça va faire un nid à bactéries. Peut-être qu'au niveau du goût, ça va l'améliorer, mais ça va rien améliorer au niveau... chimie de l'eau et toxique qu'il peut y avoir dedans, on est bien d'accord quoi. Donc là c'est un peu pareil, les pierres ça peut selon moi
apporter une efficacité, et je pense que c'est certainement les personnes les plus sensibles à ça qui vont percevoir ça. Mais encore une fois, il faut s'y connaître un petit peu, il faut bien purifier ses pierres, etc. Pour la mini parenthèse CEM vivant, moi c'était en parlant avec eux, ce qu'ils m'expliquaient sur ça, c'est qu'en gros, je m'excuse s'ils m'écoutent parce que j'ai peur de déformer un peu leur discours, donc encore une fois, je vous renvoie vers leur site internet, mais c'était plus pas un effet protection, mais c'était comme des patchs qui aidaient le corps à être plus, moins perturbé. C'est comme un espèce de bouclier d'adaptation. En gros, ils montrent à travers différents systèmes qu'ils ont pour mesurer ces ondes que les ondes du corps sont impactées et vont commencer à avoir une vibration complètement déstructurée quand elles sont face à ce genre de champ-là. Et en ayant le patch entre les deux, ça va harmoniser en fait l'impact de ces ondes sur nos propres ondes. Donc voilà, à creuser, à chacun un peu de faire ses recherches, d'aller regarder les études, d'aller voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Si vous avez plus d'infos, moi évidemment je suis preneuse et je pense que voilà Frédéric aussi, ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui, allons à la racine. Tous les appareils Wi-Fi, les stations de recharge Wi-Fi, les enceintes Wi-Fi, les machins, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pas forcément. Voilà. Et donc c'est vrai que des fois on pourrait se passer d'un petit peu de tout ça, et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir au final. Je pense que c'est le même discours que tu as aussi pour, par exemple, je pense au casque anti-ondes ou ce genre de choses. Alors après c'est un peu différent parce que là on va être sur une technologie qui vient bloquer les ondes de manière physique. Si tu as des casquettes anti-ondes, et par exemple, quand tu as des personnes qui sont électro-hypersensibles, ça peut être le seul moyen pour eux de sortir dans la rue puis de passer sans être trop touchés par les antennes. Ouais. Parce que là, du coup, dedans, tu as l'espèce de grillage. Et le grillage, il vient faire barrière mécanique, on va dire, à l'onde. L'onde, elle se perd dedans. Et donc ça peut fonctionner. Ouais. Comme des bonnets, où tu parlais des protections aussi pour les bébés. Voilà. Donc ça peut quand même fonctionner. Après, faut pas non plus tomber dans la paranoïa, tu vois, par rapport à ça. C'est plus réservé à des personnes qui sont électro-hypersensibles. Exact. Voilà. Je pense à un environnement en particulier, c'est le train. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup voyagé en train quand je vivais en Suisse, et c'est vrai que je le sentais clairement que dans le train, j'avais mal à la tête. En fait, je me sentais un espèce de brouillard mental. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment réalisé que j'avais ça que dans le train, et je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. Et c'est vrai que quand le train est bondé, que tout le monde est sur son téléphone, forcément, le rayonnement, tu te le prends en effet boomerang. Donc voilà, moi, pour le coup, tu vois, aujourd'hui, je serais enceinte, je me dirais... peut-être que si je vais me faire 7 heures de train parce que je fais Paris-Marseille, ou encore quoique maintenant t'as le TGV, ça va plus vite, mais je penserais peut-être à ça, tu vois. Donc bon à savoir que ça semble un peu plus en plus dans le train, tu sais, comme tu es dans une carlingue, on va dire métallique, les ondes elles rebondissent. Oui, comme la voiture. Voilà, c'est ça. Puis les téléphones, ils sont vraiment à pleine puissance. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que ta batterie, elle baisse vachement plus vite dans le train ou en voiture que quand tu es à côté, dans la rue, quoi. Oui, parce que petit rappel du premier podcast qu'on avait fait ensemble, c'est que vu qu'on est toujours en mouvement, le téléphone est tout le temps en train de rechercher une nouvelle source pour se connecter, une nouvelle antenne, et donc ça craint. Ok, bon, je pense que ça a un petit peu répondu à vos questions. Désolée, c'est pas le oui, non, c'est ça, c'est pas aussi précis que ça. Jamais, en fait, Mais voilà, c'est rare que ce soit le cas. En général, quand on est très sûr d'un truc, c'est que c'est un vendeur qui vous parle. Donc voilà, essayez d'expérimenter, ou alors peut-être de voir des personnes si elles peuvent tester énergétiquement, ou des géobiologues qui peuvent peut-être vous aider pour votre chez vous. Voilà, n'hésitez pas, c'est un petit investissement à faire, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà, surtout quand on est chez soi depuis un bon moment ou qu'on est propriétaire, quoi. Ok, bon, alors ensuite voyons un petit peu ces ondes, cette fois-ci donc électromagnétiques toujours, mais basse fréquence. Qu'est-ce que c'est ? On avait vu, donc pour rappel, haute fréquence, c'est tout ce qui est transmission d'informations. Basse fréquence, qu'est-ce que ça va être ? Donc basse fréquence, on va dire que ça n'a rien à voir. C'est tout ce qui concerne la puissance électrique. Donc c'est tout ce qui est lié, on va dire, au réseau Enedis, tout ce qui vient de EDF. D'accord. Et donc on ne faisait pas forcément la différence pour les hautes fréquences entre les champs magnétiques et les champs électriques. Exact. Et là, on va différencier du coup les deux. C'est une partie un petit peu technique, mais je vais essayer d'illustrer ça avec l'eau, par exemple. Oui. Donc, les champs électriques, c'est quand on a une tension dans un fil. Donc, par exemple, si on a une lampe qui est branchée dans le 230 volts à la maison, si elle est éteinte, elle est sous tension. Donc là, il va y avoir que des champs électriques qui vont rayonner tout autour en fait, du fil, jusqu'à l'interrupteur et potentiellement jusqu'à la lampe. Okay. Et donc là, il y a une tension électrique, donc il y a du champ électrique.
Et par contre, le champ magnétique, il a lieu que quand l'appareil il est en fonctionnement. Donc, dès qu'on appuie sur l'interrupteur et que la lampe s'illumine, il y a bien un courant qui s'établit en fait dans le fil. Et du coup, là, on a et du champ électrique et du champ magnétique. Donc, c'est pareil pour tout. Ton four, par exemple, s'il est en veille, il n'y aura que du champ électrique. Et dès que tu vas le mettre en route, il va y avoir du champ électrique et du champ magnétique. Ok. Et quels sont l'impact de ces ondes sur nous? C'est-à-dire que, est-ce que le corps s'adapte parfaitement? Est-ce qu'on peut aussi avoir une sensibilité? Parce qu'autant l'électrosensibilité, j'ai la sensation que c'est souvent par rapport aux ondes haute fréquence, mais est-ce qu'on peut l'avoir aussi avec des basses fréquences? Ouais, les champs électriques, ils vont plutôt rentrer en résonance avec notre propre système nerveux, comme c'est que des échanges électriques dans le corps. Exactement. Ça vient perturber en fait tous les échanges nerveux, et du coup, ça peut créer des insomnies, de la nervosité, de l'irritabilité. Donc c'est toute une première partie de pathologie. Et il y a une autre partie aussi qui va plutôt concerner la peau, donc on risque d'avoir des irritations au niveau de la peau, des dermites, des inflammations. Et après, voilà, d'un point de vue général, un état inflammatoire de tout le corps. Tu vas rentrer en inflammation chronique, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ce qu'on appelle le grounding ou le earthing. Oui, tout à fait. Quand tu te mets à la terre, en fait, ils préconisent par exemple tous les matins d'aller marcher pieds nus dans l'herbe un peu mouillé, tu vois, tout à fait. Pendant 20 minutes, et en fait, quand tu fais ça, tout ton corps se décharge de toutes les tensions potentiellement que tu avais accumulées dans ton corps, et tu viens rééquilibrer justement ton équilibre biotique avec l'échange avec la Terre, parce que tu as des électrons qui étaient bloqués, on va dire, sur ton corps et qui peuvent recirculer correctement. D'accord. Alors quand tu parles justement d'aller de te décharger de tous ces blocages, on parle vraiment de te décharger de ce surplus électrique? On peut dire ça? Ou c'est un raccourci un peu... Ouais, en gros c'est ça, ouais. C'est ça, d'accord. Ouais. Et quand tu parles de champ biotique, c'est le bon mot que j'utilise ou pas? C'est ce que tu as dit ou j'ai mal compris? Ton équilibre, on va dire, ton équilibre du vivant. D'accord. Oui, d'accord. Ok, non, c'est pour bien que les gens nous suivent. Tu vois. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que, d'ailleurs, faites le test. Si vous avez vraiment la possibilité d'aller marcher, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un jardin, mais... près de l'océan, ça marche. Bon, sur le sable mouillé, il n'y a rien de tel. Dans l'eau, c'est ça, tous les éléments de la nature, en fait, aller se baigner dans un lac, dans une rivière, de marcher pieds nus dans de l'herbe, on le sent tout de suite. Je me demande aussi si le fait de monter à cru sur un cheval, il n'y a pas aussi cet effet-là. Je sais qu'en naturopathie, on sait que c'est très énergisant, c'est très bon pour vitaliser l'organisme, mais je me demande s'il n'y a pas aussi ce bienfait par rapport à... Bon, c'est pas tout le monde qui peut monter à cru un cheval, on est bien d'accord. Mais c'est juste pour comprendre en fait ce lien qu'il peut y avoir avec le contact avec la nature. Si les naturopathes vous bassinent autant pour passer du temps en forêt, pour passer du temps pieds nus, pour faire des câlins aux arbres, pour... voilà, être en pleine nature, c'est aussi pour ça, quoi. Et c'est vrai qu'il existe des chaussures. Yes. Je me souviens, il y a plusieurs années, je m'intéressais beaucoup à ça. C'est des chaussures qui ne sont pas avec des semelles en plastique ou autres, c'est des semelles qui nous permettent de rester connectés à la terre. Ouais, ça c'est top. Tu as déjà testé, toi? J'ai pas testé, mais c'est vrai que tu le dis très bien, justement. Le problème, c'est les chaussures qui nous isolent en fait en permanence du contact avec la terre. En fait. Quand on parle de la terre qu'il y a dans la maison, c'est la même chose, la terre électrique, je parle. Oui. C'est vraiment la même chose. Et toi, tu parles du cheval. Je pense que le cheval, il est bien connecté à la terre avec ses sabots. Mais si toi tu es sur sa selle qui est en cuir, le cuir il n'est pas conducteur de... Voilà, et s'il est ferré, ça ne marche pas. S'il est ferré, si, parce que je pense que du coup le fer est conducteur de... Ah, donc ça passe. Du coup là ça passe. Donc lui il est bien relié à la terre, peut-être même encore mieux, tu vois, que les sabots. Mais du coup comme toi tu es sur la selle, je pense que du coup tu es moins... Voilà, t'es moins c'est pour ça que je disais accru. Accru, du coup, c'est bien. Accru, t'es vraiment en lien peau avec peau, et du coup, comme nous, on est conducteur, ça doit passer, quoi. Et en fait, ça, j'ai regardé un reportage il n'y a pas très longtemps sur le grounding, justement, et on ne se rend pas compte, mais on est toujours isolé en fait, de la terre, avec nos chaussures. Quand on rentre chez nous, il va y avoir du lino par terre, ou une moquette, et on est vraiment souvent déconnecté. Dans notre lit, c'est pareil, s'il y a un revêtement, je sais pas, en plastique, un drap, etc., on peut être vraiment déconnecté, quoi. Donc, clairement. Donc de partout. Et en fait, on touche jamais la terre, donc on peut jamais se décharger et sortir de l'inflammation. Donc au-delà de l'inflammation, il peut y avoir d'autres choses comme des maux de tête ou comme de la fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qu'on peut ressentir? Oui, alors les maux de tête, ça va être un peu par rapport aux ondes de haute fréquence, aux ondes de basse fréquence aussi. C'est un peu tout le temps dès qu'il y a un problème. J'ai l'impression que le mal de tête et le sommeil qui saute, c'est les premiers indicateurs. Mais après, par rapport au champ électrique, c'est surtout
surtout ce qu'on va retrouver. Maux de tête et migraines, tu peux en avoir aussi. Ouais. Ok, et sinon, comme tu disais, état inflammatoire, douleur dans le corps? Après, donc, c'est plus sur les champs magnétiques. Où là, tu peux avoir donc, plutôt de l'arthrite, de l'arthrose, des douleurs chroniques. Et après, on va plutôt passer aussi sur des pathologies type cancer, donc cancer de la moelle osseuse, leucémie, voilà, il y a des pathologies plus graves. Quoi. Ok, donc ça, c'est plus en lien avec les champs magnétiques. Champs magnétiques. Comment est-ce qu'on a pu mesurer ça? Tu as une idée de comment est-ce qu'on s'est rendu compte que tel champ impactait plus une partie du corps et tel champ ou pas? Alors ça, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été faites par des laboratoires qui n'étaient pas forcément financés du coup. Tu m'étonnes. Voilà. Donc avec les moyens, on ne sait pas forcément comment ils ont financé ces études-là. Mais après, c'est surtout empirique en fait. On s'est rendu compte qu'en enquêtant, il y avait des personnes qui, soit des enfants qui avaient contracté des leucémies, qui étaient dans une école qui avait, je sais pas, des lignes haute tension qui passaient sous la cour par exemple. Ah, oui. Il y a eu des cas comme ça je crois, pas très loin de la Bretagne. Et après, il y a tout ce qui touche aussi l'agriculture, avec les vaches qui sont touchées dans les champs. On ne sait pas pourquoi elles n'arrivent plus à mettre les pattes par terre. Il y a des grosses pertes de production de lait. C'est fou. Il y a tout ça, donc c'est toujours un peu les mêmes discours pour ceux qui connaissent bien. Il y a le géobiologue qui vient sur place, mais il n'arrive pas forcément à approuver. Après, il y a Enedis qui est sur place aussi. Enfin bref, donc c'est un grand débat. D'accord. Mais en tout cas, de manière empirique, on a pu montrer ces choses-là. Et après, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé justement sur des études épidémiologiques. Et il y en a beaucoup qu'on trouve sur Internet et sur des sites spécialisés. Pour se renseigner davantage. Si on a besoin de plus d'infos. Ok. Alors, maintenant, je suppose que le discours va être le même. C'est-à-dire, on a tout autant intérêt à débrancher nos prises. Mais déjà, où est-ce qu'on les trouve? Parce qu'on a vu un petit peu qu'il y avait tout ce qui est un petit peu électroménager. Donc, à partir du moment où il y a un truc qui est branché, on a des ondes électriques quoi qu'il arrive. S'il est branché qui marche, on a des ondes électromagnétiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu disais les lignes de tension. Quoi d'autre? Si on part de vraiment très très large, au début, en général, ce que les gens connaissent, c'est les lignes haute tension, donc ces gros câbles sur les pylônes qu'on voit de partout. Vous pouvez regarder aussi à l'endroit où le câble il est rattaché au pylône, il y a des petites rondelles un peu en verre qu'on voit un peu transparent. Plus il y en a, et plus ça veut dire que, en fait, ça c'est des isolants, donc plus il y en a, et plus il y a de la tension qui passe dans le fil, et plus les champs électriques du coup sont importants. Donc il y a des lignes, par exemple, 400 000 volts. Après, il y a des petites plaques signalétiques à chaque fois sur les pylônes, vous pouvez les voir, c'est marqué 400 000 volts, 225 000 volts, etc. Après, on commence à bien les repérer parce qu'elles sont vraiment grosses en général. Donc sur les grosses lignes, elles sont plutôt donc, à haute tension, donc elles sont à 400 000 volts. Là, il faut être à 250 mètres minimum de la ligne pour être dans les seuils qui sont acceptables par rapport au vivant. Quoi. Ça peut être bien de le savoir si tu achètes une maison ou que tu veux t'installer quelque part. Tu as au moins, je dirais même par mesure de précaution, à 500 mètres de ce genre de... C'est ça, voilà. Donc 250, ça suffit, on va dire. Après, si tu rentres dans les 250, il faudra vraiment que ta maison elle soit quand même bien reliée à la terre. Ça, je vais en parler un peu plus loin. Oui, on va en parler. Par contre, après, le jardin sera exposé, par exemple. Tu ne peux pas non plus toujours être à l'abri. Voilà. Bien sûr. Ok. Donc, tu as ça. Après, sur les lignes à 225 000 volts, on est plutôt à 150 mètres. D'accord. On est bien. Ok. Voilà. Et plus on va se rapprocher comme ça, plus on va descendre en tension, parce que les lignes qui nourrissent les maisons en électricité, on est plutôt en général à 20 000 volts. Et 20 000 volts, une dizaine de mètres, ça va suffire. Quoi. Donc, très bien. Oui, c'est bon à savoir. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc d'ailleurs, juste pour finir par rapport à ces lignes, j'y pense, on peut retrouver donc, le tracé des lignes haute tension et moyenne tension sur le site de Géoportail. Donc c'est là où on a aussi toutes les cartes IGN. Elles sont tracées sur les cartes IGN. Très bien. Et après, sur le site d'Enedis, ils répertorient aussi quand même les grandes lignes. Je crois que c'est jusqu'à 150 000 volts. Donc après, les lignes plus proches du domestique, elles ne sont pas forcément référencées dessus. Mais là, du coup, il faut regarder par la fenêtre si on donc Géoportail et Enedis. Enedis. Ok. Voilà. Très bien, c'est noté. Et après, donc ça c'est que pour les lignes qui sont aériennes, les lignes qui sont enterrées, du coup on les voit pas. Alors, j'ai un ami géobiologue qui m'a dit qu'il y avait un site qui existait, moi je ne l'ai pas encore retrouvé, mais où elles sont toutes référencées. D'accord. Et c'est valable dans les villes en fait. Moi j'ai mon petit frère qui habite à Marseille, il y a 2 grosses lignes, ou 2 ou 3 qui arrivent sur la ville en périphérie à 225 000 volts. Ouais. Et après c'est le blackout, on ne sait pas ce qui se passe dans la ville. Et en fait, lui il habite dans un appartement où dans sa rue,
forcément il y a des câbles qui passent et il avait une ligne haute tension qui passait, quoi. Ah oui, ok. Donc voilà, il faut quand même se renseigner. Ouais. Et après, dans tous les cas, c'est la mesure qui prime sur place. Même s'il y a une ligne qui va passer, je ne sais pas, à 50 mètres, si là où vous habitez, on fait une mesure et que c'est bon, du coup, vous n'êtes pas exposé, quoi. Ouais, d'accord. Donc Ok. c'est toujours la mesure qui prime. Plus à que la fin, quoi. la carte qu'on a vue sur Internet, Voilà, on est bien c'est d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme source électromagnétique? Après, si on se rapproche petit à petit de la maison, donc voilà, comme on disait, c'est tout le réseau électrique domestique, Oui. avec tous les appareils qui sont branchés, donc des lampes de chevet, des radios réveil, des bouilloires, la télé, Les votre prises télé. derrière le lit. Après, voilà, du coup, il y a tout ce qui est un peu caché, donc les prises, on les voit encore, donc on met une prise qui est à nu, comme elle est sous tension, il y a du champ électrique. Et il n'y a pas de champ magnétique parce qu'il n'y a rien qui tire dessus, mais il y a du champ électrique tout autour. Ouais. Donc quand on est au niveau du lit et qu'il y a une prise sous le lit, on va quand même se prendre les champs électriques de la prise, quoi. Et après, il y a tout ce qui est invisible, c'est tous les fils qui passent justement dans les murs. Et souvent, malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais derrière le lit, en général, il y a un interrupteur qui est à droite et à gauche Oui. avec un va-et-vient. Ouais. Comme ça, monsieur et madame peuvent éteindre la lumière. Donc il y a un fil qui passe au niveau de la tête entre les deux interrupteurs. Et souvent, il y a même deux prises en dessous pour les lampes de chevet, radio réveil, tout ça, avec un fil qui passe au milieu. Donc La totale, quoi. et en général, on est aussi dans des lits qui ont une tête de lit en bois et le bois est conducteur des champs électriques. Donc imaginons une prise qui est à droite du lit et qui va créer du champ électrique, et si on Ça est va à gauche, diffuser. voilà, ça va diffuser, ça fait un peu comme Via le bois. un projecteur, voilà, via le bois. Donc, et Comment on personne le fait, sait, ne serait-ce que pour la chambre, parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde, et puis surtout dans la chambre, on va dormir. Donc C'est c'est ça. quand même un moment où on a plutôt intérêt à être sans ondes, carrément. quelle qu'elle soit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour se sécuriser au maximum au niveau de la chambre? Donc après, au niveau de la chambre, donc il va y avoir plusieurs choses. Par rapport à ce problème, on va dire, sur les fils, soit vous déplacez votre lit dans la mesure du possible à au moins 50 cm ou 70 cm du mur. D'accord. Mais bon, c'est pas super esthétique, c'est pas super pratique non plus, Ouais. c'est pas toujours possible. Donc voilà, ça c'est... Ou on peut le décaler s'il est léger avant d'aller se coucher. Et de... Voilà, Bon, c'est après pas ça fou, arrive de mais- rayer un peu le plancher au bout d'un moment, Ouais, c'est ça. quand tu tires tous les jours comme ça. C'est les voisins Donc- qui vont être contents s'il y a des gens en dessous. Donc ça, on va dire, dans un premier temps, tu vois, ça peut être pratique si Ouais. vraiment vous sentez que vous avez des migraines tous les jours, ça peut être une cause et Ouais. voilà, vous pouvez essayer de faire ça. Ok. Vous pouvez aussi couper le circuit, donc pareil, de manière vraiment très 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 provisoire. Je vais dire pourquoi après. Donc sur le tableau électrique, vous pouvez couper le circuit d'éclairage de la chambre directement sur le petit disjoncteur qui est donc sur le tableau électrique. Et pareil au niveau du circuit de prise. Ça, vous pouvez le faire une ou deux fois de nuit pour voir si déjà ça a un effet sur votre sommeil. D'accord. Ah Par oui, contre, c'est du une coup, bonne- tu vas dans ta chambre avec ta lampe de poche ou ton Oui, téléphone. oui, parce que c'est du coup, tu vois l'expérience, rien. quoi. C'est ça coupe tes lampes de chevet. Ok. Et c'est en général ce qu'on fait quand on fait des expertises. On peut couper et puis voir si ça a un impact positif ou pas, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, par contre, il ne faut pas le faire tous les jours parce que les disjoncteurs, comme ça, c'est des petites lamelles et qui ne sont pas du tout prévues pour être connectées, déconnectées en permanence et ça peut créer des incendies. Ah oui, super. Voilà. Oui, donc on Donc, fait le test une fois ou deux pour essayez une tester fois son ou deux, sommeil, mais voilà. pas plus. Et voilà, exactement. Ok. Et après, donc, juste pour finir par rapport aux chambres, Ouais. en général, quand on n'a pas trop de solutions, on peut installer ce qu'on appelle des interrupteurs automatiques de champ, donc des IAC. Et en fait, ça, c'est donc des petits appareils qui s'installent par des électriciens qui sont formés donc, sur le tableau électrique. Et donc, ça prend la place en fait, d'un petit disjoncteur, d'une petite lamelle, imaginons le circuit de prise. Mhm. C'est toujours un petit disjoncteur, donc tu peux le mettre à côté. Ouais. Et en fait, lui, il va couper ton circuit, il va couper l'alimentation de ton circuit de prise, par exemple, si jamais tu n'as rien qui tire dessus. Donc, si tu n'as pas de téléphone en charge sur ta prise, si tu n'as rien qui prend du courant, on va dire, sur les prises, D'accord. et ben automatiquement, il déconnecte le circuit de prise et tu n'as plus les champs électriques qui restaient, même si tu ne l'utilises pas, quoi. Ce qui est génial, parce que si tu utilises ta lampe de chevet, ok, ça fonctionne, mais dès que tu C'est ça. éteins ta lampe de chevet, que tout est éteint, tout C'est est ça. coupé. Ah, C'est ça ça. c'est top. Donc, Donc, du IAC. coup, voilà, c'est ça. Et on peut trouver ça où? Et ben, tu peux trouver sur Internet, tu tapes interrupteur automatique de champ, tu en as. Ok. Sur des sites de e-commerce par exemple. Ou, D'accord. bon après, je ne recommande pas forcément trop, sinon il y a d'autres sites de spécialistes voilà, qui sont, il y en a plusieurs hein, dans ce milieu-là. Dans ce milieu qu'ils le font, Et d'accord. qui le font et qui les vendent à peu près au même prix, voire un peu plus cher. Et par contre, on est vraiment sûr de l'origine et Oui, voilà. de l'efficacité du truc. Exact.
l'appareil. Ok, donc très très bon à savoir. Et petite précision, donc ça, un ordre de grandeur, ça coûte entre 60 € pour un certain type et jusqu'à 190 € quand même pour un autre type. Donc ça, quand même, ça représente une somme c'est quand d'argent. même un prix, oui. Et comme il faut les faire installer par un électricien, en plus il y a la main-d'œuvre derrière. Ouais. Et la différence entre les deux, c'est que ceux qui sont à 60 €, c'est quand on a des circuits qui tirent plus que 15 watts. Ah, ok. Donc par exemple, si tu as une lampe, moi j'ai changé mon ampoule parce que j'en ai installé chez moi et je suis passé d'une ampoule à 35 watts et à 2 watts parce que c'est une ampoule en LED, et ben mon appareil ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû retrouver une lampe qui date de l'Antiquité à 35 watts et pour que ça fonctionne, sinon ça ne marche pas. Ok. Et donc ceux qui sont plus chers, c'est ceux pour les faibles puissances, donc c'est en dessous de 15 watts. Ok, bon, très bon à savoir. Après, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que moins il y a de prise, moins il y a de rallonge, moins il y a un truc comme ça dans la chambre, mieux c'est. Exactement. Ouais. Il vaut mieux avoir un réveil qui fonctionne à pile. C'est ça. On est d'accord. Ou mettre, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de mettre mon téléphone en dehors dans le salon. Et quand ça sonne, je suis obligée de me lever, comme ça, c'est. J'ai pas le choix. Double effet. Et puis, en effet, de prendre ces petits adaptateurs, ça permettrait du coup de complètement tout couper. Ouais. Et c'est quand même pas du luxe, quoi. Ouais. Ok. Surtout pour les chambres, parce qu'en fait, en général, tu ne peux pas intervenir sur les appareils, parce qu'après, on va parler un peu d'autres solutions. Oui, justement, j'allais te demander. Il y a d'autres systèmes, mais pour la chambre, en général, il n'y a pas d'autres solutions, sauf de refaire des travaux et de venir mettre des gaines blindées ou des fils blindés qui sont reliés à la terre. D'accord. C'est quand on fait des travaux de rénovation ou des gros travaux chez nous, même en construction. Il vaut mieux prévoir donc les fils électriques, en général, on les met dans des gaines en plastique. Et donc là, c'est des gaines qui sont blindées, c'est-à-dire qu'il y a une partie métallique tout autour et on relie cette partie métallique à la terre. Encore une fois, c'est toujours pareil. Et du coup, ça évite que le champ électrique qui est dans le fil sorte de la gaine et vienne polluer le mur et puis les personnes qui sont autour. D'accord. Ça, c'est possible que dans des maisons, alors. Ça, c'est ou en rez-de-jardin. Ouais, donc dès qu'on fait une construction, tu vas pouvoir mettre ça du coup dans tes murs. D'accord, ouais. Et en rénovation. Mais après, voilà. Oui, tu ne peux pas le faire si tu vis au 15e étage de les prises de terre, tu vois. C'est non, que voilà, c'est ça. Voilà, faut vraiment être. C'est une vraie prise de terre, quoi. C'est pas une façon de parler. C'est ça. Ok, donc ça, c'est aussi bon. Ça, en l'occurrence, tout ce qui est travaux et compagnie, je pense que c'est un budget, mais c'est plus le jour où tu fais construire ta maison en quelque sorte, ou que tu reprends un truc. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres moyens, à part cet adaptateur dont tu parlais, puis évidemment, toujours pareil, réduire la source, couper, etc. D'autres moyens pour voir quel est l'impact de ces ondes ou comment les limiter? Donc il y a un système là, qui s'appelle, c'est un petit stylo, je l'ai pris avec moi. Que tu as ramené avec toi. On appelle ça donc un peak meter, donc ça c'est je crois que c'est la marque. Donc on en trouve dans les magasins de bricolage, ça coûte 12 €, à peu près une dizaine d'euros. Et donc en fait, ce petit appareil, il sert à détecter s'il y a des champs électriques au niveau d'un appareil. Vas-y, allume-le. Donc tout à l'heure, c'est drôle, j'ai fait l'essai avec le téléphone qui était posé devant nous. Ouais. Et donc là, comme il n'est pas... Qui était en charge avec ça, je pense qu'avec ça, ça va directement avec la multiprise. Ah bah voilà. Et quand on se rapproche du fil, il y a le petit stylo, donc il y a un petit voyant qui s'allume dessus et en plus il y a le petit son qui se met en route. Et puis plus on se rapproche du fil et plus il bip. D'accord. Donc ça, quand lui il commence à biper, c'est vrai que mes appareils de géobiologue, ils sont déjà dans le rouge depuis longtemps. C'est pas un appareil qui permet de mesurer, mais c'est un détecteur, on va dire, de champs électriques. Quand on est déjà sur des niveaux très très élevés. Par contre, j'en parle parce que il y a quelque chose qui est très important dans les chambres, même de partout dans la maison, c'est le sens de branchement des lampes en général, parce que les lampes elles sont pas sur la phase et le neutre et la terre. C'est pas des prises à 3 fiches, on va dire. Oui. Il y a toujours la phase et le neutre. Il n'y a pas de terre dessus. Ouais. Et du coup, il y a un sens. Tu peux mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Oui. Tu veux vraiment dire le sens dans lequel tu mets ton truc. Quoi. Oui, tu as deux petits... oui, je vois tout à fait. Personne ne nous explique qu'il faut mettre dans un sens ou dans l'autre. C'est impossible de différencier. Clairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc moi, en expertise, c'est pareil. Quand donc je prends l'appareil et un coup sur deux, je vais avoir une lampe qui va émettre 100 fois ou 400 fois le plus de champs par rapport à une autre. Et ça vient du sens justement de branchement. Et donc juste pour expliquer... Les salauds, ils nous ont pas expliqué ça. Mais non, il n'y a pas de petit voyant dessus. C'est des choses bêtes. Et on se prend 400 fois la dose alors qu'on pourrait juste la brancher dans le bon sens. Ok, comment on fait? Dis-nous tout. Donc, j'explique déjà pourquoi. C'est qu'en fait, les interrupteurs qui sont sur les lampes de chevet, par exemple, c'est des interrupteurs qui sont unipolaires, c'est-à-dire qui coupent juste un des deux fils.
Donc le courant il passe, il monte par ce qu'on appelle la phase, le fil plus. Okay. Donc si c'est branché dans le sens où donc le fil plus est coupé, le courant, enfin la tension, elle va s'arrêter au niveau de l'interrupteur. Donc en fait, on n'aura pas de tension dans toute la lampe de partout. Du coup, on n'aura pas de tension, donc pas de champ électrique. Par contre, si tu branches dans l'autre sens, et ben du coup pas de champ magnétique. Pas de champ magnétique ou électrique? Électrique. Électrique. Dans tous les cas, tu as un champ magnétique qui s'établit quand tu appuies sur ton bouton et du coup, tu as la lampe qui s'allume. Du coup, là, tu as un champ magnétique. Tu peux pas dans les deux sens. Donc, si ça passe dans ce sens-là, tu as le champ électrique que tu vas avoir dans le cordon, mais pas dans toute la lampe. Sinon, tu l'as aussi dans toute la lampe. C'est ça. Parce qu'en fait, il passe par le moins, par le neutre. Il va dans toute la lampe parce qu'il n'est pas, arrêté par l'interrupteur. Ouais. Il va dans la lampe, il passe dans l'ampoule, il redescend et hop, il s'arrête dans l'interrupteur, mais au retour, pas à l'aller. Et du coup, toute la lampe, elle fait, elle réverbère le champ électrique, quoi. Purée, donc la bonne astuce justement c'est d'acheter ce petit pic-metteur. Du coup tu l'allumes et tu le mets au niveau de l'ampoule de la lampe et si ça sonne ça veut dire qu'il n'est pas dans le bon sens. Tu tournes la prise et là normalement ça va plus sonner. On va faire le test après sur mes lampes. On peut essayer sur ton frigo, sur ta télé, voilà il y a plein de Ah ouais plein de trop choses. bien. Ah oui, et ça coûte combien tu disais? Ça coûte 12 € à peu près. Ah oui enfin, donc 10 et 15 c'est un bon €, quoi. investissement pour bien checker ses prises et puis C'est ça. Franchement, génial, c'est hyper pratique. super astuce. Et après, par contre, ça marche pas quand tu as des prises où justement où tu as une prise de terre qui est dessus et tu peux pas la tourner. Oui, parce qu'en fait, la prise de terre, c'est t'as le troisième embout C'est ça. qui se met comme ça. Qui vient de bloquer, quoi. Et il est d'office dans le bon sens quand ils mettent ça ou pas? Normalement, c'est dans le bon sens. Ouais, normalement, Par contre, tu peux quand même sur ta lampe que tu as branchée dans le bon sens, il y a toujours après des champs électriques qui restent. Oui. Donc, sur les appareils, par exemple, qui ont la fiche, enfin, avec la triple fiche, on va dire, et tu peux aussi connecter ces appareils-là avec des cordons qui ont d'un côté une prise USB et de l'autre côté une prise de terre. Donc, tu branches sur la terre, du coup, sur ta prise de courant. Et ça vient récupérer via la partie métallique de la prise USB tous les champs électriques qui sont, par exemple, sur ta télé. Ils partent dans ce cordon et ils sont renvoyés à la terre. Donc en fait, tu connectes tes appareils à la terre. D'accord. Donc par contre, il faut que tu aies une prise USB. Donc les box, on fait beaucoup ça. Ouais. Et la télé, voilà, la télé en général. La télé, box et télé. Ouais. Ok. Ok, ouais, donc c'est pas mal de petites solutions pratico-pratiques. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que quand tu as un géobiologue qui vient à la maison, tu as toujours la mesure. Il te check tout ça et c'est un peu le truc clé en main, quoi, j'ai envie de dire, qui peut être un peu plus simple. Ok, très bien. Ça permet un peu d'optimiser aussi son portefeuille parce que parfois, il n'y a pas besoin de mettre, imaginons, des IAC. Et parfois, il y a besoin, et du coup, ça va quand même assez vite. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Après, oui, c'est qu'il y a un élément qui est très 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 important, j'aurais presque dû en parler en premier, c'est la qualité de la prise de terre de là où vous habitez. Donc sur les maisons, c'est plus facile, on va dire, de la modifier si elle n'est pas bonne. Et en gros, il y a la norme NFC 1500 qui est une norme, on va dire, de l'habitat et qui préconise d'avoir une terre à 100 ohms, c'est une valeur. D'accord. Et cette valeur-là, elle a été calculée pour pas qu'on puisse s'électrocuter quand on met le doigt dans la prise. Et quand on touche un appareil, ça renvoie du coup tout le courant directement à la terre. D'accord. Donc ça nous protège. Par contre, c'est pas une valeur qui permet de renvoyer tous les champs électromagnétiques à la terre suffisamment. Okay. Et voilà, par rapport à la biologie, on va dire, de l'habitat, ça ne fonctionne pas. Donc après, nous, en géobiologie, on préconise d'avoir une terre entre 2 et 12 ohms maximum, sachant qu'entre 2 et 7, c'est le... Mais comment on fait à savoir ça? C'est pareil, soit vous faites appel à un électricien et en général ils ont des appareils qui permettent de savoir. Alors soit ils ont des appareils qui disent s'ils sont en dessous des 100 ohms, donc là du coup ça dit juste si c'est bon ou pas bon par rapport à la norme. D'accord. Et par contre il y a d'autres appareils que tu branches dans la prise et ça vient reboucler en fait sur ta prise de terre et ça te marque la valeur de ohms, 6 ohms. Ok, donc oui, soit tu fais l'investissement parce que voilà, tu es motivé, soit encore une fois c'est plus le géobiologue qui peut t'aider à faire ça. L'appareil il coûte 350 € dans le commerce, quoi, donc, quand même, ouais. Donc ça représente quand même un budget. Et la mesure, après, elle prend 5 minutes à faire, tu peux regarder, quoi. D'accord. Et après, donc, il y a différentes techniques pour, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour améliorer sa prise de terre. Et encore une fois, c'est plutôt faisable quand vous habitez une maison, parce que du coup, tu as accès à la prise de terre. Quand tu es dans un appartement, en général, c'est une copropriété et c'est une terre qui est commune. Et il faut voir avec la copropriété si tu peux faire venir un électricien qui vient justement... Qui vient checker, etc. Okay. Donc c'est un peu plus difficile, mais ça reste quand même faisable, quoi. D'accord. Je récapitule un petit peu. Par rapport aux solutions alternatives, on a vraiment toujours cette idée de couper les prises, éviter les rallonges, éviter les trucs qui servent à rien, éteindre les lumières, avoir débranché nos
nos lampes ou autres si on les utilise pas. Ouais, c'est ça. Ou alors là par exemple j'ai une rallonge que je mets tous mes trucs dessus, je la mets sur off. Ouais. Comme ça au moins le soir tout est coupé. Ouais. Tu peux avoir des rallonges aussi blindées. Parce que là, du coup, ta rallonge, tu vois, il y a 5-6 prises dessus. Oui. Et les 5-6, elles émettent quand même un champ électrique. Donc, tu en as qui existent, qui sont blindées. Encore une fois, elles sont dans une cage, en fait, en métal, reliées à la terre. Et du coup, ta rallonge, elle émet pas. Ok. Donc, ça coûte près 50 €. Mais, voilà, c'est un bon investissement. Surtout quand tu as beaucoup de trucs électriques comme on a ici. Pour la partie bureau, en général, quand tu branches ta box dessus, quand tu as plein de trucs, en général, ouvrir la télé, c'est quand même pas mal. Ouais, clairement. Tu disais, déplacer le lit, si jamais, ça peut être un test à faire, ou alors de faire disjoncter le truc au moins une nuit ou deux pour tester au niveau du sommeil. C'est ça. Sinon, il y avait ces adaptateurs à trouver en ligne pour les installer. Le stylo pigmenter pour savoir dans quel sens mettre tes prises. Ouais. Et puis, sinon, moi, globalement, ce que je retiens, par exemple, moi qui connais rien, je me dis, c'est plutôt sinon pour tout le reste, faire appel à un géobiologue qui va me permettre de faire un petit bilan de ma maison, de mon appartement. C'est sûr qu'en première intention, quand tu es en coloc ou que tu viens d'emménager quelque part et que tu sais pas pour combien de temps tu y es, c'est peut-être pas la priorité. Quand tu vis quelque part, pour du long terme ou que tu investis pour un bien, perso, ça c'est très personnel, c'est le truc que je fais d'office, parce que je trouve ça hyper important. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas abordées dont tu voulais parler dans ce podcast ? Je pense que c'est à peu près tout. On a fait le tour des solutions. Bon, après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres systèmes qui existent. Il y a quasiment un système qui existe par problématique. Oui, j'imagine. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions dessus. Puis après, il y a un aspect commercial aussi. Bien sûr, toujours plus de protection. Clairement. Mais il faut essayer de bien se rappeler de la méthodologie où il faut se protéger, supprimer la source, réduire la source, après se protéger de la source. Et est-ce qu'il y a peut-être des choses qui te viennent sur des choses récurrentes que tu vois quand tu fais des expertises ? Oui, alors les chambres, c'est toujours la même chose. La lampe de chevet qui est mal branchée, le fil qui passe derrière. Ouais. J'ai des amis chez qui j'ai fait une expertise, ils avaient une tête de lit en bois, mais ils ont fait ça sur une espèce de coffre sur 20 cm. Ah, oui. Et monsieur avait donc mis le fil qui parcourait tout donc il avait accroché sur la partie en bois. Ouais. Il avait mis des prises de chaque côté, donc le truc super bien pour brancher ses téléphones, c'était vraiment hyper pratique. Ouais. Mais c'était honnêtement une centrale à champ électrique, quoi. Ouais. Et en plus, ils avaient donc une lampe de chevet qui était mal branchée avec le fil qui passait dessus. Et ils étaient 80 fois au-dessus du seuil, tu vois, ou 100 fois au-dessus du seuil acceptable. Donc là, c'est... Ouais, ça devient vraiment craignos. C'est vraiment... ça craint. Mais surtout qu'en plus, encore une fois, on y dort, on est censé avoir... On sécrète plein de neurotransmetteurs qui nous permettent de mettre notre cerveau en off, d'avoir des ondes θ, si je ne me trompe pas, qui justement nous permettent d'être en off la nuit. C'est pas pour se prendre des ondes à grosse puissance. Et en plus, on n'est pas protégé parce qu'on n'est plus relié entre le ciel et la terre. Donc, tu sais, quand tu es debout, tu es relié au ciel et à la terre, donc tu es en permanence, tu es moins agressif. Nous, les seuils qu'on a en milieu ambiant par rapport à la chambre à coucher ou à une tête de lit, ils sont divisés par 2 ou divisés par 4. C'est-à-dire que tu es capable, un même individu, de recevoir 4 fois plus quand tu es debout que quand tu es allongé. Et en plus, ton corps énergétique, la nuit, il rentre à l'intérieur de ton corps physique pour réparer un peu ton corps physique, tout ça. Et du coup, tu es plus protégé par ton corps énergétique, ton corps éthérique. Et ton corps éthérique, il se contracte. En fait, c'est ton deuxième plan, c'est celui qui est le plus proche de la matière. De la matière, exactement. Parce qu'on a le corps énergétique, causal, émotionnel, je ne me souviens plus exactement de l'ordre. Vraiment, exactement. Et du coup, on va avoir donc ce premier corps qui est vraiment la petite couche autour qui se comprime quand tu as une agression et qui se dilate quand tout va bien. Et du coup, quand on est dans une ville où il y a des antennes relais, il se comprime et au bout d'un moment, c'est ça qui peut créer aussi des pathologies. Oui. Mais quand tu es dans ton lit, il n'est plus là pour te protéger. Tu es d'autant plus sensible à tout ça. Voilà. Ok, donc faites attention à vos chambres, les amis. C'est ça. Frédéric, merci infiniment pour tous tes conseils et tes lumières. C'est qu'à te le dire. Relié à la Terre. Relié à la Terre, bien sûr. Et écoute, si on veut retrouver ton travail, on va sur frédéricaubourg.com. C'est ça, oui. Tu as aussi ta page Facebook, je la remettrai bien sûr dans le descriptif de ce podcast, comme toujours. Tu fais des ateliers prochainement ou pas ? Alors j'ai un atelier le 22 septembre, donc c'est à Faverges dans le 74, où c'est un atelier qui dure 2 heures et du coup j'explique ce qu'on a vu dans ces 2 podcasts-là et je montre, après je ramène tous mes appareils que j'utilise pendant les expertises et on fait des mesures, je prends même un vieux micro-ondes que j'avais piqué à mes parents pour montrer les ondes qu'il émet. Okay. Et puis et après j'ai un deuxième atelier, si je dis pas de bêtises, le 17 novembre. 17 novembre, dans la même thématique, toujours à Faverges.
Ouais, c'est Ok, très bien. Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt peut-être pour une autre thématique. Affaire à suivre. Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram Lisa Salis Life, tout attaché, ou sur mon site nutritionénergétique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.